podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je ne sais pas quel âge vous avez, à l'autre bout de vos écouteurs, mais vous vous souvenez peut-être avec nostalgie, amusement, ou honte d'ailleurs, des étés de votre adolescence. Cet effet d'histoire d'amour absurde, et d'absence d'histoire encore plus absurde. Il y avait les étés où l'on ne rencontrait personne, et près de la plage, pendu au combiné d'une cabine téléphonique, on choisissait les prénoms des garçons qu'on inventerait, pour avoir quelque chose à raconter à la rentrée. Ou bien on rencontrait des amoureux, mais c'était toujours inepte, on ne se connaissait pas soi-même, on tombait sur n'importe qui sans discernement. Ces histoires sans queue ni tête s'inscrivaient dans une autre époque et un autre rapport au temps. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas forcément de smartphone, le rapport à la vie privée était donc différent, le rapport à la rupture aussi. Et puis est venu Facebook, avec sa capacité à suivre les gens à la trace. Mathias s'est souvenu d'une histoire de ce genre. Il l'a racontée sur Twitter et elle nous a intrigués, au point que Vincent Manilev est allé le rencontrer pour transfert. Cette histoire, elle s'est déroulée en 2004. J'avais tout juste 18 ans, c'est vraiment depuis quelques mois. J'étais en sortie de lycée, en début de fac. Donc je pense le moment où on est vraiment pas tout à fait fini en tant que personne. Sentimentalement, et je pense que c'est important, j'étais encore vraiment pas fini. C'est-à-dire que j'étais pas sûr de savoir comment ça fonctionnait, comment me comporter avec le genre opposé. Donc c'était encore vraiment tout en construction en fait à l'époque. Pour ceux qui sont pas lyonnais, tout se passe plus ou moins sur la presqu'île, donc hôtel de ville, Bellecour, ces endroits-là. Et quand j'avais du temps libre, c'était toujours par là que je traînais, parce que j'avais mes librairies dans lesquelles je zonais pas mal. C'est aussi le bon coin de rendez-vous pour les potes. Je sais pas si c'est l'époque qui était pré-smartphone qui fait ça, mais du coup, je regardais les gens et devant moi en marchant. Et je croise un groupe de gens plus ou moins de mon âge. Je crois que c'était 3 mecs et une nana. Et on passe vraiment dans des directions opposées. On se croise et la nana, elle me regarde vraiment fixement. Donc du coup, je la regarde fixement parce que je me dis, est-ce qu'il y a un message codé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas? Un bout de salade entre les dents. Et assez vite, je me dis, ok, c'est sûr, je dois connaître cette personne parce que on regarde pas aussi intensément quelqu'un dans la rue si on n'essaie pas de se souvenir. Et donc je réfléchis et on finit par se croiser sans se parler, sans échanger. Et, je tourne au coin de la rue et l'interaction, si on peut appeler ça comme ça, se termine à ce moment-là. Il faut savoir qu'à l'époque et encore maintenant, jamais j'aborde quelqu'un dans la rue parce que je déteste qu'on me fasse ça. Et en plus maintenant je suis éduqué à ce genre de problématique, mais je marche et je continue à être vraiment habité par ce regard et par cette fille qui était plutôt jolie. Et je me dis, je suis en train de passer à côté d'un truc, ça va me tirailler toute la soirée, il faut que j'en ai le cœur net. Et du coup, je me retourne et je commence à courir. Alors, vraiment le truc ridicule de comédie romantique, mais je cours et je me dis où est-ce qu'ils ont pu passer. Hôtel de ville, c'est pas si grand. Et assez rapidement, je leur retombe dessus. Je suis en nage. J'arrive à leur hauteur et là, la fille, elle me reconnaît. Enfin, elle me reconnaît de l'interaction précédente. Et je lui dis, est-ce qu'on se connaît? J'ai vraiment besoin de savoir parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Et elle me dit, ben non, on se connaît pas du tout. Et je suis complètement interloqué parce que je pensais quand même avoir senti un truc. Et je lui dis, mais pourquoi tu me regardais comme ça alors? Et ses potes, ils commencent à se marrer un peu, tout est cocasse. Et elle me dit, ben je te regardais parce que t'es mignon. Et là, je me retrouve complètement bloqué parce que ce genre de choses n'arrive jamais dans la vie. Moi, j'ai 18 ans. Jusqu'ici, personne n'est venu me dire en frontal que j'étais mignon ou qu'on allait se retourner sur moi dans la rue. C'était complètement inédit. C'est à ce moment-là en fait que ses potes ont pris le relais en mettant leur grain de sel. Ils ont commencé à dire changez-vous vos numéros, file ton 06, fais quelque chose, etc. Et donc du coup, moi je rougis, elle rougit. On est vraiment dans la situation rom-com totale. Et donc on s'échange nos numéros. Elle me dit écoute, j'ai pas beaucoup de crédit, une phrase très 2004. Donc juste envoie-moi plutôt des textos.
J'habite en grande banlieue lyonnaise, donc je suis pas tout le temps là, mais j'aimerais beaucoup qu'on échange, et cetera. Et je fais: «OK, pas de problème, promis» et du coup, voilà, on se prend des numéros et elle repart et je retourne à ma course en me disant qu'il m'est arrivé une très jolie chose et quelque chose de complètement inédit jusqu'ici, dans mon existence. Du coup, j'ai passé, les jours qu'on suivi, un peu sur un nuage, que je me disais, bah, j'ai rien fait et j'ai un rencard, donc c'est quand même super top. La fille, elle est super jolie, elle est, entreprenante, on est vraiment, dans un beau projet qui s'annonce et donc du coup, on a échangé, par texto, en attendant qu'elle puisse revenir à Lyon. Elle m'expliquait, voilà, mes parents, sont en grande banlieue, ma grand-mère est à Lyon. De temps en temps, je viens pour voir mes potes. La prochaine fois, je pourrais aussi te voir toi. Voilà, je prends un peu mon mal en patience, on finit par échafauder un peu des plans. À l'époque, mon plan par défaut, quand je dois avoir une fille, c'est de l'emmener au cinéma. Donc je lui dis: «Écoute, on va aller se faire un film» et elle me dit: «OK, pas de problème». Entre le moment où on a commencé à se parler et le moment où on est effectivement allé au cinéma, je crois qu'il a dû se passer quelques semaines, ce qui paraît, l'éternité, à cet âge-là et encore maintenant. Mais, tout s'organise sur un week-end parce qu'elle est là à nouveau, voilà, on va aller à l'UGC Cinécité de Lyon, le grand cinéma, se faire une vraie séance et c'est là que les choses deviennent, bizarres puisque, je crois la veille ou 2 jours avant, elle me dit: «Écoute, le rencard est pas annulé mais j'ai un truc à te dire, je vais venir avec ma grand-mère». Logiquement, je suis un peu, interpellé. On est vraiment, dans une configuration inédite au sein de la configuration inédite et elle me dit: «Voilà, j'ai un peu honte de la laisser seule, parce que, je passe le week-end chez elle, voilà, c'est juste, bah, pour qu'elle s'occupe et puis ça sera cool pour elle aussi, mais t'inquiète, on aura un moment pour nous 2. J'espère que ça te dérange pas». Elle se confond en excuses, elle est trop mignonne et je me dis: «Bon, je peux surmonter ça, si c'est pour un beau rencard, voilà, c'est cocasse, mais après tout, tout dans cette histoire est bizarre, donc autant y aller». En fait, j'ai commencé à être gêné, dès la file d'attente, en fait, du cinéma, parce que sa grand-mère, elle disait rien. C'est-à-dire qu'elle était ni à l'ouest, ni participante de ce qui se passait. Elle était vraiment, genre, juste là. Elle parlait quand on lui posait des questions. «Est-ce que tout va bien?» «Oui». «Est-ce que tu passes une bonne après-midi?» «Oui». Et du coup, on est dans la file d'attente et je réalise que j'ai complètement oublié de prévoir un choix de film cohérent avec cette situation. J'avais prévu qu'on aille voir, Bridget Jones 2. C'est pour ça que je me rappelle qu'on était en 2004, et je réalise pas, en fait. Je me dis: «Voilà, j'ai jamais vu un Bridget Jones de ma vie, on va voir une rom-com, ça va être sympa». Et c'est quand le film démarre, qu'on est tous les 3 dans le noir et que, on enchaîne, les blagues vulgaires et les scènes de cul, avec toujours cette grand-mère qui dit rien et qui regarde l'écran, sans aucune réaction, qu'il y ait un sein ou pas à l'écran, que je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» C'était comme être dans une espèce de sable mouvant, d'émotions où je continuais à m'enfoncer, à me demander, en fait, pourquoi tout n'explosait pas, purement et simplement. Et la fille avec qui j'étais, pour elle, était, aux anges, dans une normalité, la plus totale. Je me souviens quand on était dans la salle, moi je bloquais sur la grand-mère qui réagissait à rien de ce qui se passait à l'écran et la fille qui, me tenait la main et qui me caressait un peu la paume et moi qui étais là et j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Je me disais: «OK, je n'ai absolument pas pris conscience de ce que ça impliquait que cette histoire bizarre. J'ai que 18 ans, je suis pas prêt pour ça. Laissez-moi sortir» et du coup, on a tenu comme ça jusqu'à la fin du film. Le film se termine, on se retrouve, au métro, parce que je les raccompagne toutes les 2. Et à ce moment-là, la fille me dit: «Écoute, attends 2 secondes». Elle va voir sa grand-mère, elle dit, «Ah grand-mère, est-ce que tu peux m'attendre sur le quai? J'en ai pour 2 minutes». Et donc j'étais là, je fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et la grand-mère nous laisse et là, la fille m'embrasse et c'est très cool, c'est exactement ce que j'espérais depuis le départ, sauf que tout est, teinté, de ce qui s'est passé avant, donc je profite pas vraiment du moment. Elle me dit: «Bon, on essaie de se revoir vite». Je lui dis: «Oui, oui». Elle part et là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis: «OK, j'ai donné tout ce que je pouvais donner, de cette situation. Elle habite super loin, elle est bizarre, le premier encart est trop louche». Du coup, je rentre à pied parce que j'ai besoin de respirer et d'essayer de comprendre ce qui vient de m'arriver et c'est à ce moment-là, sur le chemin du retour, que je lui écris un texto et que je lui dis: «Écoute, c'était super, je passais un bon moment, mais tu habites vraiment loin et logistiquement,
C'est super compliqué, du coup, je pense qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Moi, sur le moment, je me dis, elle va être déçue, elle va peut-être m'en vouloir, ce que j'imagine bien. Je me dis, voilà, à sa place, c'est pas le retour qu'on aimerait avoir, surtout quand on vient de se rouler une pelle, et que tout avait l'air de bien se passer. Mais j'avais, à aucun moment pu imaginer, le torrent d'insultes qui allait déferler assez vite. C'est-à-dire qu'on est passé de l'incompréhension, aux insultes, en frontal, extrêmement rapidement. Et autant l'incompréhension, j'arrive à la gérer à peu près, autant les insultes, je sais pas quoi faire, face à ça. Et du coup, voilà, elle se déchaîne, par texto, elle épuise pas mal son forfait et moi je cesse de répondre, en fait, parce qu'il y a un moment où on peut pas, négocier avec quelqu'un qui est visiblement, hors d'elle, et j'attends que ça s'arrête. Assez rapidement, les textos, se sont arrêtés, et donc j'étais un peu soulagé, mais c'est là que les, appels ont commencé, en fait. C'est-à-dire que, j'avais, des appels sur mon portable en numéro masqué, bien entendu, où, je répondais et c'était elle qui m'insultait: «Pourquoi tu réponds pas? Tu une ordure», voilà, je fais la version, extrêmement soft de ce que j'ai pu recevoir, mais à chaque numéro masqué, c'était un peu la roulette russe. Est-ce que ça va être elle? Est-ce que ça va pas être elle? Ça a duré vraiment des jours, peut-être même une semaine ou 2 sur mon téléphone, et j'ai commencé à faire, comme je faisais pour les textos. J'ai juste arrêté de répondre quand c'était masqué. Je me disais: «Voilà, si c'est quelqu'un qui veut vraiment dire un truc, il m'enverra un message ou il laissera quelque chose sur le répondeur, mais je vais faire le mort, total parce que je ne peux pas gérer autrement cette situation». J'ai jamais su exactement comment elle avait fait, mais elle a fini par mettre la main sur le numéro, fixe de chez moi. Je pense parce que j'ai un nom de famille qui est, assez unique et reconnaissable. Si, tu l'entends une fois, tu t'en rappelles, et elle a commencé à appeler, voilà, sur le fixe de chez moi, et je le sais parce que, c'était plus souvent chez moi que mes parents à l'époque, parce que quand on est étudiant, on est quand même pas mal de temps à la maison, et je décrochais et je tombais, voilà, sur cette nana, et qui, dès qu'elle m'avait, partait tout de suite sur les insultes, voilà, c'était une espèce de disque rayé, sans possibilité de négocier, discuter. C'est-à-dire qu'on est arrivé au point où je savais même plus vraiment ce qu'elle voulait, en fait. Est-ce qu'elle voulait des excuses? Est-ce qu'elle voulait, un second rencard? J'avais complètement perdu de vue, ses revendications, parce qu'il y en avait plus, en fait. On était vraiment dans une logique d'affront, pur et dur. C'est à partir du moment où elle a commencé à me contacter sur le fixe familial que j'ai commencé à angoisser, socialement autour de ça. C'est-à-dire que, ça arrivait que mes parents décrochent. Et je savais parce que, 2-3 fois, elle me disait, «Je comprends pas, on nous appelle et je décroche, ça raccroche, ça doit être encore un démarcheur, quelque chose». Moi, je savais très bien ce que c'était, et j'avais honte de cette situation parce que j'avais l'impression d'avoir, mis, ma famille, dans cette espèce d'embarras. Et à l'époque, quand on a, 18 ans, on s'imagine que c'est vraiment la fin du monde, donc du coup, j'ai jamais, raconté cette histoire à mes parents, en fait. Je leur ai jamais dit, «Au fait, il y a une fille que je connais à peine, qui me harcèle téléphoniquement», et c'est un espèce de mélange de honte et de timidité, et c'est quand mes parents ont commencé à me poser des questions, que je me suis dit: «OK, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me débrouille, là-dessus». À partir du moment où elle a appelé sur mon fixe, elle a fini par faire une erreur. Elle a fini par appeler avec son fixe, et donc du coup, j'ai eu un numéro de téléphone, j'avais un 04, et donc là, à partir de là, avec, l'annuaire inversé, avec, les rudiments d'internet qu'on avait à l'époque, j'ai réussi à trouver, le nom de ses parents, leur adresse, que je suis allé, rapidement voir sur internet, où est-ce que ça pouvait bien être, et je me suis dit: «OK, j'ai quelque chose, j'ai une prise sur elle. Elle a 16 ans, elle fait n'importe quoi, mais elle a des référents, parentaux dans sa vie. Il y a peut-être une chance qu'ils s'en fichent de ce que fait, leur fille, mais je pense que je peux jouer cette menace-là, je pense que je peux essayer de faire jouer ça». Et un jour, elle me rappelle, une fois de plus, et je lui balance tout. Je lui dis: «Voilà, voilà le nom de tes parents, voilà où tu habites, voilà comment aller chez toi au besoin. Jusqu'ici, j'en ai pas parlé à mes parents, j'ai pas envie de leur en parler, j'ai pas envie d'en parler aux tiens. Mais toi, tu m'appelles, mais moi aussi je peux t'appeler un jour où tu seras à l'école, un jour où ce sera pas toi qui décrochera, et on aura une conversation. J'ai des messages de toi, j'ai, un historique téléphonique, je sais pas si tu as peur de tes parents, mais moi je suis prêt à voir ce que ça donne». Et là, elle se met à paniquer à son tour. C'est-à-dire que c'est elle qui me dit, «Non, fais pas ça, je te laisserai tranquille, arrête».
Je pensais pas que ça marcherait aussi bien en fait. Je me disais, vu l'absurdité de la situation, ça va lui passer au-dessus. Peut-être qu'elle a des parents démissionnaires et que. Mais non, non, elle s'est retrouvée vraiment. Elle a eu la réaction la plus basique du monde par rapport à ça. Elle m'a dit, ok, j'arrête tout. Le dis pas à ma mère. Et donc je lui ai fait promettre de plus m'appeler. Sinon j'allais tout raconter. Et elle m'a effectivement plus rappelé. Les appels ont cessé, les messages ont cessé. Elle a disparu. De mon côté, j'ai classé l'affaire. Très vite, j'ai arrêté de penser à elle parce que je suis entré dans une relation très sérieuse et très plaisante avec une fille. 1 an plus tard, j'étais à Paris pour la suivre, elle. Et le temps passe et on invente Facebook. En tant que Parisien en école de com, je me retrouve très vite dessus, avec un gros enthousiasme, c'est-à-dire que j'ajoute tous les gens qui m'ajoutent. Voilà, je ne fais pas de distinction. Si je les connais pas, je dis qui êtes-vous, est-ce qu'on a des choses à se dire, est-ce que c'est un accident. Voilà, je suis très curieux de l'outil, de la communication qu'on peut faire dessus. Et en 2009, donc 5 ans après le début de cette histoire, je vois l'icône +1 qui s'allume, je clique et c'est elle. Et je reconnais son visage, je reconnais son prénom. Et ça me paraît complètement fou. Je sais que j'ai un nom qui est facile à retenir, mais j'ai l'impression que voilà, le passé ressurgit. Et je me parjure en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme je m'étais dit, de continuer à l'ignorer, je suis beaucoup trop curieux. Et je suis beaucoup trop bête. Et du coup, je clique sur ajouter, je fais OK, on va voir ce qui se passe. De mon point de vue, c'était de la curiosité pure. De toutes les curiosités qu'on a sur Facebook, la toute première question à quoi répond Facebook, c'est à quoi ressemble la personne que j'ai connue il y a si longtemps. Et donc je voulais voir sa tête, je voulais voir ses photos, je voulais voir quelles études elle faisait. Je me demandais en fait qui était cette personne, ce qu'elle était devenue par rapport à ce que je connaissais. Et moi-même, j'avais l'impression d'être devenu un peu plus malin. Je me suis dit peut-être qu'elle est devenue un peu plus maligne, je sais pas. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais je me disais, voilà, c'est Facebook, je suis à 500 km, il va rien m'arriver, et j'ai vraiment, vraiment envie de voir la tête qu'elle a maintenant. J'ai été très passif, c'est-à-dire que j'ai purement observé. J'ai pas du tout engagé la conversation, je me suis dit, voilà, te mets pas là-dedans. Elle s'est pas gênée, assez rapidement, je crois, quelques minutes après. Comment tu vas? J'ai retrouvé ton nom, je me rappelle plus comment on se connaît. Tout de suite, je me dis, c'est absurde. Comment tu te rappelles du nom de quelqu'un sans savoir d'où tu le connais? Je sens l'excuse à plein nez, mais voilà, je suis beau joueur. Donc, je lui dis, écoute, on se connaît, on s'est croisés dans la rue à Lyon un jour. Voilà, je commence à lui faire un peu le déroulé. Elle me dit, ah oui, ça y est, je me rappelle. Assez vite, en conversation, elle me dit, mais pourquoi on s'est perdu de vue déjà? Et je me dis, c'est pas possible que tu saches pas pourquoi on s'est perdu de vue. J'étais quand même menacé. Et je lui redis, voilà, de la manière la plus sobre possible. Je suis pas du tout dans une démarche de vengeance ou quoi. J'essaie vraiment de cadrer au maximum la conversation. Je lui dis, écoute, j'ai eu un premier encart avec toi qui était vraiment étrange. Et tu m'as, pour être très clair, harcelé pendant plusieurs semaines. Donc je préférais couper les ponts. Elle me dit, je me rappelle plus. Désolé si c'est arrivé. Je dis, écoute, c'est pas grave, l'eau a coulé sous les ponts. Et assez vite, encore une fois, elle commence à me dire, est-ce que tu as quelqu'un en ce moment? Qu'est-ce que tu deviens? Alors là, je suis en très bonne position parce que j'habite avec ma copine, je suis heureux et amoureux. Et je suis à Paris. Donc je lui donne toutes ces infos. Et ça la calme tout de suite. Elle est là, ah d'accord, ok, je comprends. Écoute, c'était super d'avoir de tes nouvelles, à bientôt peut-être. Et la conversation s'éteint. Voilà, ça a duré peut-être une demi-heure maximum. Et elle reste dans ma liste d'amis, s'en va pas. Je l'ai pas supprimée de mon côté parce que j'aime bien suivre les gens dans le temps. Je pense que c'est très humain et c'est décuplé par les possibilités actuelles des réseaux. Et donc je l'ai laissé vivoter dans mon 3e cercle d'amis Facebook, à regarder ses photos de profil de temps en temps. Le temps a passé et je commence à voir arriver des photos de ventre arrondi. Je dis, elle est tombée enceinte, donc elle a quelqu'un. Visuellement, ça se passe suffisamment bien pour qu'elle soit enceinte. Dans ses statuts, elle parle d'un garçon dont elle est très amoureuse, etc.
Je suis en train de me dire, bah, c'est mignon, elle a trouvé chaussures à son pied, c'est top. Et le temps passe et je la vois grossir petit à petit, accoucher. Donc on a les photos avec le bébé, c'est une espèce de feuilleton que je suis de loin, sans grand intérêt, mais quand même par habitude. Et un jour, elle finit par taguer sur une des photos le père de l'enfant. Et là, je me dis, je connais pas ce mec, je sais pas qui c'est, j'ai aucune raison d'aller voir, mais il y a un lien hypertexte. Genre, si je clique dessus, je saurai à quoi il ressemble. Et je me dis, ça va rien m'apporter, c'est purement la curiosité, mais je clique. Et là, je tombe sur le profil le plus inattendu du monde, où j'ai en photo de profil ce garçon torse nu, avec un bébé dans les bras et un pistolet dans l'autre. Genre un vrai pistolet semi-automatique en vrai métal, qui est en train de braquer l'objectif de la caméra. Et je commence à me dire, peut-être qu'en fait, qu'il faut que je la bloque de Facebook, parce que je sais pas, il s'est tellement passé de choses bizarres. Je me dis, si elle parle de moi à ce gars-là, s'il s'engueule un jour, qu'est-ce qui peut bien se passer? Voilà, on était vraiment tombé dans la 4e dimension. Et il me semble que c'est à ce moment-là où je me dis, ok, il faut que je l'enlève. S'il est capable de prendre une telle photo, s'il est capable de posséder une arme, enfin, j'ai aucun ami qui possède une arme, à part des pistolets à billes, du coup je fais la différence, mais je me retrouve dans un film, en fait, je suis dans une rom-com et j'arrive dans un espèce de thriller ou un revenge movie étrange. Et donc oui, j'ai eu une peur qui est à 99,9% irrationnelle. Ce mec-là ne sait pas que je suis en train de le regarder. Ce mec-là ne sait sûrement pas que j'existe. Ce mec-là habite loin. Donc je sais que tout ça, c'est dans ma tête, mais c'est l'irruption de l'inattendu dans le réel qui finit par causer la paranoïa, quoi. On se retrouve avec le cerveau qui s'emballe et au final, bien sûr, qu'il m'est rien arrivé. Mais sur le moment, ouais, il y a un point de recul. Surtout, voilà, on a un flingue braqué sur l'objectif, c'est un flingue braqué sur soi, quoi. C'est l'affiche de la haine, mais dans la vraie vie, quoi. Et il me semble que l'épilogue de toute cette histoire a lieu peut-être 1 an, 2 ans après, pas plus, puisque j'étais encore avec cette copine-là à ce moment-là, donc je peux le dater à peu près comme ça. J'ai reçu un coup de téléphone d'un numéro que je reconnaissais pas, je décroche, je fais allô. Et c'est elle me dit j'ai trouvé ce numéro, je sais pas à qui il est, t'es qui? Et je reconnais son style, je fais tu peux pas jouer à l'innocente comme ça à l'infini, c'est absurde, tu m'as fait le même coup sur Facebook. Tout ça je lui dis pas, mais c'est ce qui se passe dans ma tête. Et donc je lui refais le speech, en fait, je lui refais. Je lui dis, bah écoute, c'est Mathias. Ah oui, Mathias, je me rappelle, on s'est rencontrés dans la rue à Lyon, etc. Comment tu vas? Et je dis, ben, je suis toujours à Paris, j'ai toujours une copine, c'est la même, ça se passe très bien. Et toi, comment ça va? Elle me dit, ben ça va, je suis plus avec mon mec, c'est un peu dur, mère célibataire, etc. Mais bon, j'ai des plans. Très bien, super. Est-ce que tu penses qu'on peut se voir? Non, je suis quasiment jamais à Lyon, et puis je pense pas que ce soit une bonne chose. Je préfère qu'on s'appelle plus, essaie d'oublier mon numéro, ce sera mieux. Et elle se débat pas trop, elle dit ok, très bien, bonne continuation, et elle en raccroche pour de bon. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. C'est quelque chose auquel je pense peu. Il y a tellement de gens qui nous traversent nos vies sur des moments très courts. Par contre, il y a quelque chose d'amusant, c'est que, comme là je raconte ça de manière un peu formelle, je suis allé voir ce qui a été devenu, en fait, si j'arrivais à la retrouver. Et j'ai réussi, ça qui est terrible, c'est que Facebook n'oublie jamais. Et j'ai retrouvé la conversation de 2009. Et du coup, j'ai retrouvé son profil, parce qu'elle a changé de nom, elle a pris un pseudonyme, comme le font pas mal de gens sur Facebook. Et je la reconnaissais pas, je reconnaissais pas cette personne. Et du coup, j'ai fouillé dans ses photos, celles qui étaient encore en public. J'ai retrouvé les photos de l'époque. Et je me dis que pour quelqu'un à qui j'ai accordé si peu d'énergie mentale et de temps de cerveau ces dernières années, parce que c'est une anecdote, c'est hyper simple de retrouver, en fait. Maintenant, on est en 2016, ça fait
12 ans que cette histoire a eu lieu et j'ai qu'à cliquer sur un bouton pour lui demander comment ça va. Pour moi, l'enjeu, c'est est-ce que la démarche, elle est active ou est-ce qu'elle est passive? Par rapport au stalking en tant que tel, je pense que j'ai eu ma période, comme à mon sens tout le monde, où j'estime que ça fait partie de l'apprentissage des réseaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cette toute-puissance, cette capacité à faire des croisements. Et c'est sûr qu'à une époque, j'ai fait ça. Juste d'une part pour voir si j'y arrivais, parce qu'il y a quand même un côté un peu stimulant et ludique. Et en même temps, voilà, la curiosité, tous ces petits défauts-là qui font qu'on est tenté. Et j'en suis revenu. J'en suis revenu parce que je me sentais pas bien par rapport à ça et parce que j'accorde de plus en plus d'importance à la façon dont les gens se définissent eux-mêmes en fait. J'ai envie que les gens m'expliquent qui ils sont plutôt que d'aller voir. Parce que c'est jamais pareil, ça manque d'humanité, des choses comme ça. Et le côté face de ça, c'est que je sais que je suis stalké, parfois même par la fille avec qui je peux être. Je pense qu'on est tous devenus stalkers à un moment ou à un autre, que la tentation est toujours là. En fait, c'est sous nos yeux tout le temps et il faut une bonne force morale. Merci à Vincent Manilev qui a tourné cet épisode avec l'aide d'Alexandre Moniol pour la prise de son, à Charles Trahan pour la réalisation, à David Stank qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Joarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Bonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, venez sur notre site slate.fr/podcast, sur iTunes, vous tapez transfert, ou sur le site de notre partenaire, Audible. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous, podcast@slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Téléphonique, je sais pas si t'as peur de tes parents, mais moi je suis prêt à voir ce que ça donne. Et là, elle se met à paniquer à son tour. C'est-à-dire que c'est elle qui me dit non, fais pas ça, je te laisserai tranquille, arrête. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien en fait. Je me disais, vu l'absurdité de la situation, ça va lui passer au-dessus. Peut-être qu'elle a des parents démissionnaires et que. Mais non, elle s'est retrouvée vraiment. Elle a eu la réaction la plus basique du monde par rapport à ça. Elle m'a dit, ok, j'arrête tout, le dis pas à ma mère. Et donc je lui ai fait promettre de plus m'appeler. Sinon j'allais tout raconter. Et elle m'a effectivement plus rappelé. Les appels ont cessé, les messages ont cessé. Elle a disparu. De mon côté, j'ai classé l'affaire. Très vite, j'ai arrêté de penser à elle parce que je suis entré dans une relation très sérieuse et très plaisante avec une fille. 1 an plus tard, j'étais à Paris pour la suivre, elle. Et le temps passe et on invente Facebook. En tant que Parisien en école de com, je me retrouve très vite dessus, avec un gros enthousiasme, c'est-à-dire que j'ajoute tous les gens qui m'ajoutent. Voilà, je ne fais pas de distinction. Si je ne les connais pas, je dis qui êtes-vous? Est-ce qu'on a des choses à se dire? Est-ce que c'est un accident? Voilà, je suis très curieux de l'outil, de la communication qu'on peut faire dessus. Et en 2009, donc 5 ans après le début de cette histoire, je vois l'icône +1 qui s'allume, je clique et c'est elle. Et je reconnais son visage, je reconnais son prénom. Et ça me paraît complètement fou. Je sais que j'ai un nom qui est facile à retenir, mais j'ai l'impression que voilà, le passé ressurgit. Et je me parjure en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme je m'étais dit, de continuer à l'ignorer, je suis beaucoup trop curieux. Et je suis beaucoup trop bête. Et du coup, je clique sur ajouter, je fais OK, on va voir ce qui se passe. De mon point de vue, c'était de la curiosité pure. De toutes les curiosités qu'on a sur Facebook, la toute première question à quoi répond Facebook, c'est à quoi ressemble
la personne que j'ai connue il y a si longtemps. Et donc je voulais voir sa tête, je voulais voir ses photos, je voulais voir quelles études elle faisait. Je me demandais en fait qui était cette personne, ce qu'elle était devenue par rapport à ce que je connaissais. Et moi-même, j'avais l'impression d'être devenu un peu plus malin. Je me suis dit peut-être qu'elle est devenue un peu plus maligne, je sais pas. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais je me disais, voilà, c'est Facebook, je suis à 500 km, il va rien m'arriver. Et j'ai vraiment, vraiment envie de voir la tête qu'elle a maintenant. J'ai été très passif, c'est-à-dire que j'ai purement observé. J'ai pas du tout engagé la conversation, je me suis dit, voilà, te mets pas là-dedans. Elle s'est pas gênée. Elle regardait les gens et devant moi en marchant. Et je croise un groupe de gens plus ou moins de mon âge, je crois que c'était 3 mecs et une nana, et on passe dans vraiment de directions opposées. On se croise et la nana, elle me regarde vraiment fixement. Donc du coup, je la regarde fixement parce que je me dis, est-ce qu'il y a un message codé, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas, un bout de salade entre les dents, et assez vite, je me dis, ok, c'est sûr, je dois connaître cette personne parce que on regarde pas aussi intensément quelqu'un dans la rue si on n'essaie pas de se souvenir. Et donc je réfléchis et on finit par se croiser sans se parler, sans échanger. Et, je tourne au coin de la rue et l'interaction, si on peut appeler ça comme ça, se termine à ce moment-là. Il faut savoir qu'à l'époque et encore maintenant, jamais j'aborde quelqu'un dans la rue parce que je déteste qu'on me fasse ça. Et en plus maintenant je suis éduqué à ce genre de problématique, mais je marche et je continue à être vraiment habité par ce regard et par cette fille qui était plutôt jolie. Et je me dis, je suis en train de passer à côté d'un truc, ça va me tirailler toute la soirée, il faut que j'en ai le cœur net. Et du coup, je me retourne et je commence à courir. Alors, vraiment le truc ridicule de comédie romantique, mais je cours et je me dis où est-ce qu'ils ont pu passer. Hôtel de Ville, c'est pas si grand. Et assez rapidement, je leur retombe dessus. Je suis en nage. J'arrive à leur hauteur et là, la fille, elle me reconnaît. Enfin, elle me reconnaît de l'interaction précédente. Et je lui dis, est-ce qu'on se connaît? J'ai vraiment besoin de savoir parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Et elle me dit, ben non, on se connaît pas du tout. Et je suis complètement interloqué parce que je pensais quand même avoir senti un truc. Et je lui dis, mais pourquoi tu me regardais comme ça alors? Et ses potes, ils commencent à se marrer un peu, tout est cocasse. Et elle me dit, ben je te regardais parce que t'es mignon. Et là, je me retrouve complètement bloqué parce que ce genre de choses n'arrive jamais dans la vie. Moi, j'ai 18 ans. Jusqu'ici, personne n'est venu me dire en frontal que j'étais mignon ou qu'on allait se retourner sur moi dans la rue. C'était complètement inédit. C'est à ce moment-là en fait que ses potes ont pris le relais en mettant leur grain de sel. Ils ont commencé à dire changez-vous vos numéros, file ton 06, fais quelque chose, etc. Et donc du coup, moi je rougis, elle rougit. On est vraiment dans la situation rom-com totale. Et donc on s'échange nos numéros. Elle me dit écoute, j'ai pas beaucoup de crédit, une phrase très 2004. Donc juste envoie-moi plutôt des textos. J'habite en grande banlieue lyonnaise, donc je suis pas tout le temps là, mais j'aimerais beaucoup qu'on échange, etc. Et je fais ok, pas de problème, promis. Et du coup voilà, on se prend nos numéros et elle repart et je retourne à ma course en me disant qu'il m'est arrivé une très jolie chose et quelque chose de complètement inédit jusqu'ici dans mon existence. Du coup, il y a tellement de gens qui nous traversent nos vies sur des moments très courts. Par contre, il y a quelque chose d'amusant, c'est que, comme là je raconte ça de manière un peu formelle, je suis allé voir ce qui a été devenu en fait, si j'arrivais à la retrouver. Et j'ai réussi, ça qui est terrible, c'est que Facebook n'oublie jamais. Et j'ai retrouvé la conversation de 2009. Et du coup, j'ai retrouvé son profil, parce qu'elle a changé de nom, elle a pris un pseudonyme, comme le font pas mal de gens sur Facebook. Et je la reconnaissais pas, cette personne. Et du coup, j'ai fouillé dans ses photos, celles qui étaient encore en public. J'ai retrouvé les photos de l'époque. Et je me dis que pour quelqu'un à qui j'ai accordé si peu d'énergie mentale et de temps de cerveau ces dernières années, parce que c'est une anecdote, c'est hyper simple de retrouver en fait. Maintenant, on est en 2016, ça fait 12 ans que cette histoire a eu lieu et j'ai qu'à cliquer sur un bouton pour lui demander comment ça va. Pour moi, l'enjeu, c'est est-ce que la démarche, elle est active ou est-ce qu'elle est passive? Par rapport au stalking en tant que tel, je pense que j'ai eu ma période, comme à mon sens tout le monde, où j'estime que ça fait partie de l'apprentissage des réseaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cette toute-puissance, cette capacité à faire des croisements.
Et c'est sûr qu'à une époque, j'ai fait ça. Juste d'une part pour voir si j'y arrivais, parce qu'il y a quand même un côté un peu stimulant et ludique. Et en même temps, voilà, la curiosité, tous ces petits défauts-là qui font qu'on est tenté. Et j'en suis revenu. J'en suis revenu parce que je me sentais pas bien par rapport à ça et parce que j'accorde de plus en plus d'importance à la façon dont les gens se définissent eux-mêmes, en fait. J'ai envie que les gens m'expliquent qui ils sont plutôt que d'aller voir. Parce que c'est jamais pareil, ça manque d'humanité, des choses comme ça. Et le côté face de ça, c'est que je sais que je suis stalké, parfois même par la fille avec qui je peux être. Je pense qu'on est tous devenus stalkers à un moment ou à un autre, que la tentation est toujours là. En fait, c'est sous nos yeux tout le temps et il faut une bonne force morale. Merci à Vincent Manilev qui a tourné cet épisode avec l'aide d'Alexandre Moniol pour la prise de son, à Charles Trahan pour la réalisation, à David Stank qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Joarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Bonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, venez sur notre site slate.fr/podcast, sur iTunes, vous tapez... Jusqu'ici, personne n'est venu me dire en frontal que j'étais mignon ou qu'on allait se retourner sur moi dans la rue. C'était complètement inédit. C'est à ce moment-là en fait que ses potes ont pris le relais en mettant leur grain de sel. Ils ont commencé à dire changez-vous vos numéros, file ton 06, fais quelque chose, etc. Et donc du coup, moi je rougis, elle rougit. On est vraiment dans la situation rom-com totale. Et donc on s'échange nos numéros. Elle me dit écoute, j'ai pas beaucoup de crédit, une phrase très 2004. Donc juste envoie-moi plutôt des textos. J'habite en grande banlieue lyonnaise, donc je suis pas tout le temps là, mais j'aimerais beaucoup qu'on échange, etc. Et je fais ok, pas de problème, promis. Et du coup voilà, on se prend le numéro et elle repart et je retourne à ma course en me disant qu'il m'est arrivé une très jolie chose et quelque chose de complètement inédit jusqu'ici dans mon existence. Du coup, j'ai passé les jours qu'on suivit un peu sur un nuage, que je me disais, j'ai rien fait et j'ai un rencard, donc c'est quand même super top. La fille, elle est super jolie, elle est entreprenante, on est vraiment dans un beau projet qui s'annonce. Et donc, du coup, on a échangé par texto en attendant qu'elle puisse revenir à Lyon. Elle m'expliquait, voilà, mes parents sont en grande banlieue, ma grand-mère est à Lyon, de temps en temps, je viens pour voir mes potes, la prochaine fois, je pourrais aussi te voir toi. Voilà, je prends un peu mon mal en patience, on finit par échafauder un peu des plans. À l'époque, mon plan par défaut, quand je dois avoir une fille, c'est de l'emmener au cinéma. Donc je lui dis, écoute, on va aller se faire un film. Et elle me dit, ok, pas de problème. Entre le moment où on a commencé à se parler et le moment où on est effectivement allé au cinéma, je crois qu'il a dû se passer quelques semaines, parce qu'il paraît l'éternité à cet âge-là, et encore maintenant. Mais tout s'organise sur un week-end, parce qu'elle est là à nouveau. Voilà, on va aller à l'UGC Cinécité de Lyon, le grand cinéma, se faire une vraie séance. Et c'est là que les choses deviennent bizarres, puisque je crois la veille ou 2 jours avant, elle me dit écoute, le rencard n'est pas annulé, mais j'ai un truc à te dire, je vais venir avec ma grand-mère. Logiquement, je suis un peu interpellé. On est vraiment dans une configuration inédite au sein de la configuration inédite. Et elle me dit, voilà, j'ai un peu honte de la laisser seule parce que je passe le week-end chez elle. Voilà, c'est juste pour qu'elle s'occupe et puis ça sera cool pour elle aussi. Mais t'inquiète, on aura un moment pour nous deux. J'espère que ça te dérange pas. Elle se confond en excuses, elle est trop mignonne. Et je me dis, je peux surmonter ça si c'est pour un beau rencard. Voilà, c'est cocasse, mais après tout, tout dans cette histoire est bizarre, donc autant y aller. En fait, j'ai commencé à être gênantôt peut-être, et la conversation s'éteint. Voilà, ça a duré peut-être une demi-heure maximum. Et elle reste dans ma liste d'amis, ça en va pas. Je l'ai pas supprimée de mon côté parce que j'aime bien suivre les gens dans le temps. Je pense que c'est
c'est très humain et c'est décuplé par les possibilités actuelles des réseaux. Et donc je l'ai laissé vivoter dans mon 3e cercle d'amis Facebook, à regarder ses photos de profil de temps en temps. Le temps a passé et je commence à voir arriver des photos de ventre arrondi. Je dis, ah, elle est tombée enceinte, donc elle a quelqu'un. Visiblement, ça se passe suffisamment bien pour qu'elle soit enceinte. Dans ses statuts, elle parle d'un garçon dont elle est très amoureuse, etc. Je suis en train de me dire, bah, c'est mignon. Elle a trouvé chaussure à son pied, c'est top. Et le temps passe et je la vois grossir petit à petit, accoucher. Donc on a les photos avec le bébé. C'est une espèce de feuilleton que je suis de loin, sans grand intérêt, mais quand même par habitude. Et un jour, elle finit par taguer sur une des photos le père de l'enfant. Et là, je me dis, je connais pas ce mec, je sais pas qui c'est, j'ai aucune raison d'aller voir, mais il y a un lien hypertexte. Genre, si je clique dessus, je saurai à quoi il ressemble. Et je me dis, ça va rien m'apporter, c'est purement la curiosité, mais je clique. Et là, je tombe sur le profil le plus inattendu du monde, où j'ai en photo de profil ce garçon torse nu, avec un bébé dans les bras et un pistolet dans l'autre. Genre un vrai pistolet semi-automatique en vrai métal, qui est en train de braquer l'objectif de la caméra. Et je commence à me dire, peut-être qu'en fait, qu'il faut que je la bloque de Facebook, parce que, je sais pas, il s'est tellement passé de choses bizarres, je me dis, si elle parle de moi à ce gars-là, s'il s'engueule un jour, qu'est-ce qui peut bien se passer? Voilà, on était vraiment tombé dans la 4e dimension. Et il me semble que c'est à ce moment-là où je me dis, ok, il faut que je l'enlève. S'il est capable de prendre une telle photo, s'il est capable de posséder une arme, enfin, j'ai aucun ami qui possède une arme, à part des pistolets à billes, du coup je fais la différence, mais je me retrouve dans un film, en fait, je suis dans une rom-com et j'arrive dans un espèce de thriller ou un revenge movie étrange. Et donc oui, j'ai eu une peur qui est à 99,9% irrationnelle. Ce mec-là ne sait pas que je suis en train de le regarder. Ce mec-là ne sait sûrement pas que j'existe. Ce mec-là habite loin. Donc je sais que tout ça, c'est dans ma tête, mais c'est l'irruption de l'inattendu dans le réel qui finit par causer la paranoïa, quoi. On se retrouve... Voilà, c'était une espèce de disque rayé, sans possibilité de négocier, discuter. C'est-à-dire qu'on était arrivé au point où je savais même plus vraiment ce qu'elle voulait, en fait. Est-ce qu'elle voulait des excuses? Est-ce qu'elle voulait un second rencard? J'avais complètement perdu de vue ses revendications, parce qu'il n'y en avait plus, en fait. On était vraiment dans une logique d'affront pur et dur. C'est à partir du moment où elle a commencé à me contacter sur le fixe familial que j'ai commencé à angoisser socialement autour de ça. C'est-à-dire que ça arrivait que mes parents décrochent. Et je savais parce que 2-3 fois, elle me disait je comprends pas, on nous appelle et je décroche, ça raccroche, ça doit être encore un démarcheur, quelque chose. Moi, je savais très bien ce que c'était. Et j'avais honte de cette situation parce que j'avais l'impression d'avoir mis ma famille dans cette espèce d'embarras. Et à l'époque, quand on a 18 ans, on s'imagine que c'est vraiment la fin du monde. Donc du coup, j'ai jamais raconté cette histoire à mes parents. En fait, je leur ai jamais dit au fait, il y a une fille que je connais à peine qui me harcèle téléphoniquement. C'est un espèce de mélange de honte et de timidité. Et c'est quand mes parents ont commencé à me poser des questions que je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me débrouille là-dessus. À partir du moment où elle a appelé sur mon fixe, elle a fini par faire une erreur. Elle a fini par appeler avec son fixe. Et donc du coup, j'ai eu un numéro de téléphone, j'avais un 04. Et donc là, à partir de là, avec l'annuaire inversé, avec les rudiments d'internet qu'on avait à l'époque, j'ai réussi à trouver le nom de ses parents, leur adresse, que je suis allé rapidement voir sur internet où est-ce que ça pouvait bien être. Et je me suis dit, ok, j'ai quelque chose, j'ai une prise sur elle, elle a 16 ans, elle fait n'importe quoi, mais elle a des référents parentaux dans sa vie. Il y a peut-être une chance qu'ils s'en fichent de ce que fait leur fille, mais je pense que je peux jouer cette menace-là. Je pense que je peux essayer de faire jouer ça. Et un jour, elle me rappelle, une fois de plus, et je lui balance tout. Je lui dis, voilà, voilà le nom de tes parents, voilà où t'habites, voilà comment aller chez toi au besoin.
Jusqu'ici, j'en ai pas parlé à mes parents, j'ai pas envie de leur en parler, j'ai pas envie d'en parler aux tiens. Mais toi, tu m'appelles, mais moi aussi, je peux t'appeler un jour où tu seras à l'école. Un jour où ce sera pas toi qui décrochera, et on aura une conversation. J'ai des messages de toi, j'ai un historique téléphonique. Je sais pas si t'as peur de tes parents, mais moi, je suis prêt à voir ce que ça donne. Et là, elle se met à paniquer à son tour. C'est-à-dire que c'est elle qui me dit non, fais pas ça, je te laisserai tranquille, arrête. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien en fait. Je me disais, vu l'absurdité de la situation, ça va lui passer au-dessus. Peut-être qu'elle a des parents démissionnaires et que. Mais non, non, elle s'est retrouvée vraiment. Elle a eu la réaction la plus basique du monde par rapport à ça. Elle m'a dit, ok, j'arrête tout, le dis pas à ma mère. Et donc je lui ai fait promettre de plus m'appeler.